Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour, l'affaire Grégory, à laquelle France 3 consacre un téléfilm ce week-end, fut un fait divers hors norme, marqué de bout en bout par des dérapages médiatiques hors normes. C'est quoi ces jouets? Oh, Christine, Jean-Marie! Souriez, c'est Noël! Alors, pendant plusieurs années, tout a été permis, ou presque, pour nourrir l'ogre médiatique dans une affaire qui enfiévrait alors l'opinion. Et le téléfilm de France 3 le montre aujourd'hui dans ses 6 épisodes, sans concession. Alors, à propos de la photo de presse, justement, puisqu'on vient de voir là, dans le court extrait que nous avons passé, les coulisses de la fabrication d'une photo de presse. À propos de la photo de presse, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, quelles sont les règles, quelles sont les limites du métier de photographe de presse. On reviendra dans cette émission sur les grandes photos de presse de l'affaire Grégory, avec 2 journalistes qui, chacun à sa manière, ont marqué le traitement de cette affaire. Jean-Claire, vous étiez à l'époque photographe à Paris Match et vous avez signé quelques-unes des grandes photos de l'affaire Grégory dans Paris Match. Par ailleurs, vous êtes un véritable fou de faits divers. Je dis fou de faits divers puisque Le fou de Bruet, c'est le titre du livre que vous publiez ces jours-ci aux éditions privées. Alors sur l'affaire encore plus ancienne de Bruet en Artois. Laurence Lacour. Bonjour. Bonjour. Alors, nos téléspectateurs vous connaissent bien, puisque jusqu'à il y a quelques années, vous étiez la romancière de cette émission. Vous veniez une fois par mois sur ce plateau. Vous étiez membre de notre équipe. Au début de votre carrière, vous avez couvert l'affaire Grégory. Vous en avez été très marqué. Vous y avez consacré un livre, le Bûcher des Innocents, aux éditions des Arènes. Et c'est notamment sur la base de ce livre qu'a été tourné le téléfilm que les téléspectateurs voient en ce moment sur France 3. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiker, par une image présidentielle sur France 2 que vous avez trouvée sympathique. Oui, c'était une image qu'on trouve dans le documentaire de Patrick Rothman sur Jacques Chirac, qui utilise dans ce documentaire un procédé narratif dès le générique, procédé narratif qu'on va retrouver ensuite tout au long de son enquête sur Jacques Chirac. Ce générique, je vous laisse le découvrir maintenant. Alors en quoi il consiste ce procédé? Il consiste à scruter dans ses moindres détails le visage de Jacques Chirac, à ajouter sur ce zoom un léger ralenti et à porter en commentaire... Sans oublier les notes de piano. Oui, quand même. évidemment. Et apporter en commentaire une sorte de diagnostic presque psychopathologique sur le sujet Chirac. Alors, on va voir comment est répété ce procédé narratif tout au long du documentaire. Pour la première fois, à 46 ans, Chirac connaît l'échec et ce qui va avec, l'ingratitude et la solitude. Cet homme, qui déteste l'œil froid de l'objectif, 1000 fois filmé et photographié sous toutes les coutures, les Français ne le connaissent pas. Plus Chirac se montre, plus il se cache. Il débite, à longueur de phrase, des fondamentales et des naturellement, parle comme une machine à écrire, mais pudique à l'extrême, il ne dit rien de lui. Drôle de personnage. Il paraît bardé de certitude, alors qu'il doute de ses choix, de sa vie, de lui surtout.
Mais malgré ses succès, son statut, son pouvoir, Jacques Chirac doute de lui. Personne n'est aussi critique à l'égard de Chirac que Jacques. Par manque de confiance en lui, ou par complexe intellectuel, Chirac a toujours été un homme sous influence. C'est le mystère Chirac, dont il faudrait sans doute chercher la clé dans une introspection intime. Jacques Chirac a dû assumer un personnage schizophrène, sans cesse écartelé entre sa gauche et sa droite, sans doute pour mieux dissimuler sa vraie nature. Au fond, Jacques Chirac n'aura été que rarement lui-même. À l'aube du crépuscule, l'homme s'est-il enfin trouvé. Et vous voyez tout l'intérêt du piano, comme vous le soulignez, Daniel, c'est que ça nous met dans une ambiance extraordinaire d'empathie avec le chef de l'État. Et je vous garantis que si on faisait la même chose, c'est-à-dire si on zoomait sur un teckel, qu'on faisait un ralenti et qu'on faisait derrière un commentaire psychologique, on arriverait à vous démontrer qu'un teckel a une véritable complexité psychologique. Alors j'arrête de plaisanter parce que évidemment dans ce documentaire, vous aviez quand même 17 minutes sur les affaires des HLM de Paris, vous aviez des témoignages accablant sur les entourloupes politiques auxquelles Jacques Chirac s'est livré tout au long de sa carrière psychologique, pardon, politique, pardon. Aussi psychologique. Exactement. Et puis aussi de nombreux témoignages sur tous ceux qu'il a tués pendant cette carrière politique et encore plus de témoignages sur un bilan politique pas très fourni. Et bien malgré ça, à chaque fois que je voyais ces séquences avec cette caméra qui nous mettait en empathie, qui nous faisait rentrer quelque part de façon obligatoire dans l'intimité de Jacques Chirac, j'avais le sentiment que l'empathie se transformait petit à petit, en ce qui me concernait, en une sorte de sympathie. Et j'ai le sentiment que on lui a fait un beau cadeau à Jacques Chirac à travers ces séquences, parce qu'on l'a fait passer pour un homme comme tout le monde, avec ses contradictions, ses failles. Et je crois que la clé du succès aujourd'hui en politique, c'est justement d'essayer de passer pour quelqu'un comme tout le monde. Et à coup de plan de ce type-là, je crois que le réalisateur y est arrivé. En tout cas, c'est vrai que ces longs plans d'écoute sur un visage immobile et silencieux étaient vraiment une trouvaille filmique. On ferait pareil avec vous, vous passeriez pour quelqu'un qui est psychologiquement très très complexe. Oui, et sympathique, ça je sais pas. Yulia Kapustina, une enquête à sensation de la télévision américaine en Corée du Nord. Oui, c'est la chaîne américaine ABC qui a mis à peu près plus d'un an pour négocier toutes les autorisations de tournage en Corée du Nord et qui y parvient, coup de bol, au moment des essais nucléaires nord-coréens. Et c'est la journaliste vedette de Good Morning America, Diane Sawyer, à qui est confiée cette mission vraiment délicate. Et délicate, on s'en rend compte très rapidement, puisque à son arrivée à l'aéroport de Pyongyang, qu'est-ce qui se passe? Le traducteur officiel lui est attribué, on lui enlève son portable et son petit ordinateur de poche. Bref, elle le raconte dès le début, dès son premier direct. Et son direct, c'est la seule façon pour elle de communiquer avec sa rédaction. Mais voilà, la présentatrice américaine qui se trouve, elle, aux États-Unis, considère que ces difficultés ne sont pas assez fortes et pas assez bien représentées. Donc, il se dit, je vais poser une question ultime qui, selon elle, intéresse beaucoup les Américains. And the number one question over and over, are you safe? Do you feel safe? And the entire ABC crew. Yes, we do. Ouf, nous voilà rassurés, parce qu'on se sentait vraiment inquiet pour le sort de la journaliste. Et puis, lors de son séjour, elle va de découverte en découverte. La première chose, c'est ce fameux défilé avec les flambeaux pour la révolution nord-coréenne. Des milliers de personnes dans la rue, très très impressionnant. Puis derrière, elle rencontre un général nord-coréen qui lui explique que s'il y aura encore un essai nucléaire, ce sera de la faute de George Bush. En se prenant dans le parc, ça lui arrive aussi, elle voit un petit garçon, il veut lui dire un petit coucou, mais voilà, le petit fuit la grande blonde étrangère et la séquence se transforme en véritable course-poursuite aux dépens de la journaliste. Elle rend aussi visite dans une famille nord-coréenne et qu'est-ce que la surprend le plus dans cet appartement? C'est évidemment un petit coussin avec écrit « L'amour en famille » en anglais. Et puis, elle s'avance vers le frigo puisque, paraît-il, les Nord-Coréens se nourrissent très mal. Donc, elle regarde à l'intérieur et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des bouteilles d'eau minérale et un peu d'œufs. Et quand elle se rend dans une école nord-coréenne, là aussi, elle a une méthode particulière pour communiquer avec les enfants. It is a world away from the unruly individualism of any American school. Good morning.
ask them about their country, and they can't say enough. We are the happiest children in the world. What do you know about America? Anyone? We show them an American magazine. They tell us they know nothing about American movies, American movie stars. They do know nearly every soccer player in the world by name. Did you watch the World Cup? Yes! And then it becomes clear that they have seen some movies from a strange place, not sure where. The movie names? Toy Story. Toy Story. You saw Toy Story? You know some? Joe, a deer, a female deer, Ray, a drop of the sun, me. Together, a round of Do-Re-Mi. Voilà, ils chantent ensemble la petite cantine anglaise américaine Do-Re-Mi. Mais voilà, l'histoire du magazine, ça réapparaît encore une fois dans ses reportages et cette fois-ci, elle l'utilise quand elle va dans le salon de beauté coréen. This is an American magazine with American fashion in it. Again, we show them a magazine with American clothes. We're told that Korean women prefer dark clothes, prefer simple, modest clothes. For a minute, the young woman looks through, seems a little startled, and then decides she'd better look no more. She says to me, "Those clothes are strange," and then we move on. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas la journaliste, elle le précise dans ce commentaire que c'est la jeune femme coréenne qui est en train de feuilleter le fameux magazine en question, mais je vous propose quand même de revoir cette séquence en ralenti et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement la main, mais pour cause c'est la main de la présentatrice qui est en train de feuilleter le magazine et faire défiler ces fameuses images de mode américaine devant la jeune coréenne qui, elle, sourit poliment et attend avec impatience que cette séquence soit terminée. Alors au total, dans ces reportages, on aura appris beaucoup de choses sur la manière dont les Coréens du Nord voient les États-Unis, mais qu'est-ce qu'on aura appris sur la Corée du Nord elle-même? C'est bien ça la question qu'on se posait en regardant ces reportages, parce qu'on a bien compris que les États-Unis étaient les ennemis numéro 1 pour la Corée du Nord, mais ce qu'on comprenait absolument pas dans les reportages, c'est que les Coréens eux-mêmes pensaient de leur pays, en fait, comment ils vivaient au juste. Et pourtant, le vice-président de la ABC nous avait expliqué que les Coréens du Nord étaient très très ouverts, enfin tous les gens qu'elle a rencontrés étaient extrêmement ouverts et parlaient très volontiers de leur pays à la journaliste. Merci Yulia. On va revenir maintenant à la presse française. Comment les photographes de faits divers travaillent-ils sur les faits divers hautement médiatisés? Quelles sont leurs règles? Quelles sont leurs limites? Question de cette émission, mais d'abord avec vous, Perrine Dutreil. Petit rappel pour nos jeunes téléspectateurs de ce qu'a été l'affaire Grégory, puisque c'est de l'affaire Grégory dont il va être principalement question aujourd'hui. Oui, cette affaire Grégory, du nom de ce petit garçon de 4 ans dont tout le monde connaît le visage souriant, commence donc le soir du 16 octobre 84 dans les Vosges, quand on retrouve dans la Vologne le corps de Grégory Villemain, pieds et poings liés. Alors l'image est choquante et l'enterrement du petit garçon va attirer la foule, les photographes et les caméras. Il faut dire que ce fait divers est particulièrement sordide. Le meurtre est revendiqué par un mystérieux corbeau qui menaçait depuis plusieurs années la famille Villemain à coups de lettres et d'appels anonymes. Très vite, les témoignages cruciaux de cette jeune femme rousse, Muriel Boll, qui pourtant se rétractera 3 jours plus tard devant les journalistes toujours, accuse Bernard Laroche, un cousin de la famille, d'être le ravisseur de Grégory. Laroche est arrêté sur son lieu de travail devant les caméras. Il sort de prison au bout de 3 mois. Les caméras sont d'ailleurs toujours là, mais il reste inculpé d'assassinat. Les soupçons se tournent alors vers Christine, la mère de Grégory, que les experts en écriture désignent comme pouvant être le corbeau. La presse suit cette thèse et s'acharne sur elle. Fin mars 85, le père de Grégory, Jean-Marie, qui reste persuadé de la culpabilité de Laroche et le confie d'ailleurs aux journalistes, abat son cousin d'un coup de fusil. On voit ici les images de la reconstitution. Jean-Marie est écroué. Puis c'est Christine, enceinte de 6 mois, qui est à son tour inculpée et incarcérée pour l'assassinat de son propre enfant. Au bout de 10 jours, elle est pourtant remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Suivra une très longue instruction à rebondissement qui aboutit en 93 à un non-lieu en faveur de Christine Villemain. La justice a conclu à une absence de charge contre elle. Quant à Jean-Marie, il est condamné en décembre de la même année à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis pour le meurtre de Bernard Laroche. Le dossier est clos depuis 2001, mais sauf nouvel élément qui pourrait rouvrir l'enquête, l'affaire Grégory sera prescrite en 2011.
Voilà, en 2011, dans 5 ans. Alors là, on vient de raconter l'histoire uniquement avec des images de télévision, parce qu'il y avait beaucoup de caméramens. La présence du journal télévisé était déjà très forte à l'époque de l'affaire. Il y avait aussi beaucoup de photographes, on va en parler. Vous étiez là pour la radio Europe 1, dont vous étiez correspondante dans l'Est à l'époque. Bon, c'est une affaire qui vous a marqué à vie, oui. on peut le dire, oui. Qui vous a dégoûté du métier de journaliste. Oui, qui m'a fait quitter le métier. C'est pas tellement le terme dégoût, c'est que j'ai perdu à peu près tous mes repères pendant ces années-là. Donc voilà, une fois que j'en avais plus, j'étais un peu déboussolée. Donc pour les retrouver un peu, vous avez écrit un livre, voilà. le Bûcher des Innocents, qui est resté un livre de référence sur cette affaire-là. Et au-delà de cette affaire-là, sur la police, la justice et les médias, c'est notamment, d'après ce livre qui a été adapté, la série diffusée par France 3 ce week-end. Pourquoi avoir vendu les droits de votre livre à France 3 ? Pourquoi faire aujourd'hui ce téléfilm alors qu'on n'est que 20 ans après l'affaire, donc quasiment tous les protagonistes sont encore vivants, au risque de rouvrir les plaies, parce que ce téléfilm va rouvrir des plaies? Alors, fin 2002, début 2003, il y avait des bruits convergents que TF1, notamment, pas seulement, mais TF1 envisageait de porter à l'écran cette affaire. Dans la série des grands faits divers qu'ils ont décidé d'adapter, comme on en a vu quelques exemplaires déjà. Comme tout le monde, comme tous les protagonistes de cette histoire, j'ai suivi ça avec inquiétude, en me disant, mon Dieu, effectivement, le silence est revenu, les gens ont reconstruit leur vie, ça va être terrible. Et moi, je vais être très franche, j'ai craint que TF1, notamment, ne porte à l'écran la version dévoyée, totalement débridée, que les médias ont donnée de cette affaire. Une partie des médias. Et ce que vous voulez dire, soyons clairs, c'est-à-dire la version qui faisait de Christine Villemin la coupable. Oui, pas seulement. Oui, bien évidemment, ça c'est le b.a.-ba, mais pas seulement. Pas seulement. Moi, personnellement, je considère que TF1 est une chaîne qui n'a pas de mémoire, qui est dans le temps présent, qui ne se soucie pas de mémoire, dont chaque chose éclate chaque jour pour ne pas rester. D'accord. Cela dit, est-ce qu'on avait des éléments qui permettaient vraiment de craindre à l'époque que TF1 porte cette version-là à l'écran? Qu'est-ce qu'on en savait? Eh bien, moi, j'ai rencontré quelques temps plus tard une journaliste qui est une de mes bonnes amies, avec laquelle j'ai été d'ailleurs en froid quelque temps à la suite de ça, qui avait été pressentie pour élaborer un scénario. Elle n'était sûrement pas seule, mais elle était là. Et elle m'a dit ça, nous en avons discuté. Et dans la conversation, elle m'a dit, il va bien falloir lui faire quelque chose à Christine. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette attention? Il va bien falloir faire quelque chose, à X, Y ou Z. La phrase était peut-être maladroite, je ne sais pas. Moi, ça m'a glacée et je me suis dit, non. Donc c'est en quelque sorte pour prévenir ce projet et pour occuper le terrain que vous avez, en concertation avec les Villemin, puisque la série est aussi adaptée de leur livre à eux. Alors ils avaient les mêmes bruits convergents de leur côté, donc je leur ai dit qu'ils en étaient extrêmement effrayés, comme tout le monde j'imagine, parce qu'ils ont reconstruit leur vie, ça a été difficile, voilà, leur vie avait été balayée, et ils voyaient la vague venir, ils voyaient le tsunami, comme on dit, venir, et ils se disaient, ça y est, mais là on n'aura pas le courage de recommencer notre vie. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que à la fois votre livre et le téléfilm ne ménagent pas les médias, ce qui en constitue en tout cas à mes yeux un des intérêts essentiels. Alors tout de suite, Perrine, avec un premier extrait, échantillon de la manière dont sont montrées l'action des journalistes. Un extrait du premier épisode, c'est l'enterrement de Grégory, déjà sous haute pression médiatique. Prions, mes frères. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le tabib!
Tu sais, on en a vu des mères faire du cinéma dans un cimetière. Pardon? C'est elle. Sûr. Alors on a aperçu votre personnage, Laurence, alors jeune journaliste pour Europe 1, en compagnie de Jean-Michel Bézina, qui était à l'époque le correspondant pour RTL, donc votre concurrent direct, et correspondant également pour beaucoup d'autres organes de presse. Et pendant toute cette période, il a défendu l'idée de la culpabilité de Christine Villemain. On a également aperçu votre personnage, Jean Kerr, que l'on voit là avec son appareil photo. Voilà, là c'est vous. Hein. Alors, je précise que le téléfilm, vous ne l'avez pas encore vu? Non, on m'a interdit de le voir d'ailleurs, parce que je suis un des protagonistes de l'affaire. J'ai trouvé que c'était très élégant de la part de la production, je le dis en passant. Voilà, la production n'a pas souhaité que les protagonistes puissent le voir avant la diffusion. Voilà. Je pense qu'il devait craindre les procès. Enfin, certainement, certainement. Donc, vous venez d'en voir pour la première fois un extrait, là? Oui. Bah, votre réaction... Je me découvre à l'écran. C'est ressemblant, hein? Avec oui, quelques 20 ans de moins. Et ça vous paraît conforme à ce que vous avez vécu à l'époque? Là, ce tout premier extrait, là? Oui, le peu que j'ai vu, effectivement, que l'enterrement, ça a été, je veux dire, ça a été une mêlée générale de toute la presse qui était arrivée. Parce que moi, je dois dire que je suis arrivé un des premiers. Bézina est arrivé le premier. Moi, je suis arrivé le 18, donc 2 jours après la mort du petit. Et j'étais en première ligne. Paris Match m'a dit, va faire un petit tour là-bas. Il y a un gosse qui est mort dans la Vologne. T'en as pour quelques jours. Je croyais partir 5 jours. Je suis resté 1 an sur l'affaire. Alors, en même temps, est-ce que vous êtes conscient, je sais pas, j'aimerais vous faire réagir à l'image des photographes qui est donnée là dans l'extrait. Parce que, est-ce que vous êtes conscient que c'est une image qui peut être choquante pour beaucoup de gens? Par exemple, de voir comme ça, comment tous les photographes déclenchent au moment où Christine a son malaise. C'est une image... C'est la réalité. C'était la réalité, parce qu'on voulait tous ramener la photo, l'image, le cliché. Vous savez, les rédactions, quand elles envoient des reporters photographes comme ça, il faut assumer. Si on n'a pas la bonne photo, pourquoi j'étais mal placé, pourquoi tu ne l'as pas fait? On ne peut pas faire trop de sentiments non plus sur les faits divers. Non, mais vous dites qu'il faut assumer, c'est la règle du jeu. Assumer, mais en même temps, c'est vrai que c'est ce type d'images qui peuvent nourrir dans le public l'équivalence journaliste égale charognard, quoi. Parce que non, mais les rédactions nous poussent. Les rédactions nous poussent à ramener. Il faut ramener. Imaginez-vous Paris Match, le poids des mots, des photos de l'époque, faire un papier sans photo, mais c'est un scandale. Ça va à la corbeille. Il fallait ramener le document. Moi, chaque semaine, quand j'étais sur place là-bas, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais ramener comme photo pour la semaine suivante, parce qu'il y a un papier qui va passer. Vous voyez, il fallait nourrir. Il fallait nourrir parce qu'on vous en demandait. Alors, il y a un terme qui n'est pas très beau qu'on appelle le racket photo. Mais le racket photo, j'ai peut-être été un des premiers justement à l'utiliser, ce mot, parce que c'est vrai, il fallait ramener des photos de famille, des photos d'enfants, des victimes, des meurtriers, des témoins. C'est quoi le racket photo? Le racket photo, c'est demander à la famille, soit de la victime, soit du meurtrier, du pseudo-meurtrier, comme Laroche par exemple, des photos en situation de... Et pourquoi racket? Pourquoi racket? On appelle ça racket parce que c'est... On les menace? On ne les vole pas. Non. C'est un mot qui est un peu galvaudé par la presse, mais entre nous, on dit « t'as fait un bon racket ». Voilà, c'est un mot. Mais moi, je veux assumer parce que c'est un mot qu'on emploie dans la presse. On dit pas, on dit récup. On dit « t'as fait une bonne récup ». Mais des fois, on dit « t'as fait un racket photo formidable, tu ramènes toutes les photos, aucun jour ». Moi, j'ai fait je veux dire, je ne sais pas que je m'en enorgueillis, mais j'ai fait des faits divers où j'arrivais le premier, comme sur l'affaire Grégory, où j'ai vraiment récupéré toutes les photos. Il n'y avait plus de photos sur le marché de la presse. Alors imaginez-vous les agences de presse qui disaient « Oh, il y a Jean Kerr qui est sur le coup, il a piqué toutes les photos ». Je ne les piquais pas, on me les donnait. Laurence Lacour, votre réaction au témoignage de Jean Kerr qui, encore aujourd'hui, 20 ans après, assume avec une totale franchise qui a été... c'est au moins son mérite à Jean, c'est qu'effectivement il assume. Ouais. Évidemment, moi je ne faisais pas de photos, mais j'étais quand même là au même titre que lui pour voir le même événement. Il y a 2 volets dans ce que dit Jean. Il y a effectivement l'événement brut, qui sont les faits criminels tels qu'ils sont connus le premier soir, qui peuvent justifier notre arrivée, qui peuvent justifier notre intrusion. Mais après, il y a le feuilleton. C'est autre chose, ça. C'est-à-dire, un enfant est mort, ok, bon, il est enterré. Déjà, a priori, c'est quand même une cérémonie privée.
Bon, je sais bien qu'il y a la belle lurette qu'elle n'a plus ce caractère privé. Laurence, vous y êtes aussi. Hein. Mais attendez, j'ai commencé par analyser mon propre comportement et mes propres erreurs. On est quand même 22 ans plus tard, on peut avoir évolué. Il faut illustrer quand même pour oui, mais c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 22 ans après, vous vous dites j'aurais pas dû y aller à l'enterrement, ma place n'y était pas, ma place en tant que journaliste n'y était pas? Pour moi, c'est une espèce d'autre vie avec une autre personne, donc je vais pas... elle a fait ce... Enfin, Et alors, elle aurait pas dû y aller? Pour Europe 1, dans le cadre de l'époque, si, il fallait y aller. Et j'ai fait d'autres choses, même qui parfois peut-être pouvaient être plus limites, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est pas tant cette phase-là, c'est après. La construction systématique du feuilleton, avec ce que ça induit dans l'esprit du public, et ce que ça peut induire dans l'esprit des juges, et ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'issue judiciaire. Vous êtes resté 1 an, vous l'avez dit, donc vous avez fait un nombre considérable de photos. On va commencer, Perrine, à passer en vue les photos de Jeanquer. Oui, on va voir quelques photos, notamment du couple Villemain, puisque vous êtes devenu très proche d'eux. Alors voilà, cette première, là, vous vous en souvenez? Cette photo-là, je l'ai faite chez les parents Villemain, chez Albert et Monique, et j'étais évidemment exclusif, parce que l'exclusivité, c'était important pour Paris Match. Quand je ramenais des photos, il ne fallait pas qu'une agence de presse passe avant moi ou derrière moi. Alors comment vous faites? Non mais alors, ça fait plusieurs fois depuis le début de cette émission que vous dites j'étais le premier, là j'étais le premier, là j'étais le seul, là j'étais exclusif. C'est le critère de match. Moi ce que je voulais c'était illustrer Paris Match et être le seul à ramener la photo. Et alors là par exemple, comment vous faites pour être le premier? Là, je suis rentré et, c'est vrai que quelques jours avant, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai fait les photos de la chambre de Grégory. Pour moi, c'était un grand moment. C'était même émouvant, vous voyez, 22 ans après, je suis encore ému en voyant la main de Jean-Marie Villemain avec sa clé qui ouvre la porte de la chambre de l'enfant et qui me dit « Faites une photo, mais dépêchez-vous ». Bon, j'ai fait 3 flashs. Il a refermé la porte. On la voit là, on la voit derrière vous. Là. On la voit derrière moi, la photo, oui. Mais c'est émouvant. Je me suis dit tu as une plaque, on appelle ça une plaque dans le métier, tu as une plaque formidable. C'est quoi une Personne n'a vu la chambre. Ah oui, une plaque, c'est un cliché, c'est une double. Ouais. Pour moi, une plaque, c'est une double page en Paris Match. Je me suis dit, tu as une photo formidable, personne ne connaît la chambre, il n'y a que toi, mais c'est un grand moment. On va pas toutes les passer en vue, Jeanquer. Celle-là aussi, c'est un moment dramatique, ça. Voilà. Mais là encore avec un petit trucage, puisque c'est vous qui avez agrandi la photo de Grégory. Oui. Alors d'abord, cette photo-là, j'étais le premier à la récupérer, et je le dis. J'ai dit à Jean-Marie et Christine, ouvrez votre chalet, on va faire une photo. Et Christine m'a dit, dépêche-toi, Jean, parce que je ne me sens pas bien. Et je lui ai mis la photo dans les bras, et j'ai fait un film entier. J'ai fait 36 poses de Christine avec la photo. Et à la fin, elle m'a dit, je me sens mal, je vais m'évanouir. Je l'ai retenue, je croyais qu'elle allait tomber dans les pommes, comme on dit vulgairement. Ça, c'est une photo. Vous n'avez jamais senti que vous leur faisiez violence? Et que dans l'état de bouleversement où ils n'étaient pas capables de vous résister, mais que vous leur faisiez violence quand même? J'étais dans un état second. Parce que eux aussi, hein. J'étais, je sais, comme eux, parce que moi j'avais besoin d'eux, ils avaient besoin de moi. Vous savez ce qu'ils m'ont dit plusieurs fois? Heureusement que tu es là, Jean, tu es un détective privé pour nous, tu vas à la pêche, tu vas à l'information. L'autre aspect, c'est que vous leur avez apporté des informations, mais on y viendra plus tard. Laurence. Voilà. Ce qui est intéressant autour du cas de Jean, c'est que ça pose quand même un certain nombre de questions. Comment ces gens-là étaient-ils informés du contenu de l'enquête et du contenu du dossier? Les Villemain. Hein. Voilà. Ouais. Pas bien, mal, le juge ne les recevait pas, il estimait pas sans doute nécessaire de les tenir au courant de l'évolution de l'enquête. Garot disait rien. Leur avocat était à Paris. Ils ont eu un avocat très vite. D'ailleurs, un avocat avec lequel ils ont été mis en relation par Europe 1. On est bien d'accord. Mais juste pour terminer là-dessus, donc ils savent pas ce qui se passe. Et puis ils sont quand même concernés, ils voudraient bien savoir ce qui se passe dans l'enquête sur la mort de leur petit garçon. Jean a quand même l'âge d'être leur père. Donc c'est sûr que, comme c'est en plus un enquêteur vraiment de terrain, à la limite du détective, eux, en quête d'information... Ils avaient confiance en moi, il faut le dire. Ils avaient intérêt à avoir confiance en toi aussi, parce qu'ils savaient bien que toi, tu traînais dans la vallée, tu ramenais tout ce qui était possible de ramener. Mais c'est aussi comme ça. Je n'ai jamais trahi, moi. Jamais trahi. Oui, mais ça pose quand même la question de l'information des victimes dans un dossier. Il y avait du donnant-donnant. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que si les Villemain se sont prêtés à la pause pour les photos de Jeanquer, c'est parce qu'en échange, vous leur donniez quelque chose. Vous leur donniez des infos. Perrine, encore une photo.
Une photo de Christine publiée en couve de match en mai 85 où vous avez surpris Christine Villemain au palais de justice d'Épinal. On va la voir, voilà. Donc voilà, racontez-nous comment vous avez pris cette photo. Écoutez, je trouve que Christine Villemain est amaigrie sur la photo parce qu'elle elle est soupçonnée, elle va être inculpée en même temps. Elle a rendez-vous avec Garot chez Lambert au palais de justice Lambert, à Épinal, le juge Lambert. C'est précisé pour les jeunes téléspectateurs. Le juge Lambert l'a convoqué dans son bureau, mais la gendarmerie d'Épinal a dit on va quadriller le palais, aucun journaliste ne pourra assister à l'audition de Christine Villemain. On va fermer les portes à telle heure, je ne sais plus, à 9h. Et moi, je suis rentré à 8h30 dans le palais de justice, je me suis fait enfermer dans le palais de justice, je me suis caché dans une armoire, et il y avait la salle des pas perdus, il y avait un silence de cathédrale. Et dans mon armoire, j'étais bien caché, j'ai entendu les talons de Christine Villemain dans la salle des pas perdus avec Garot qui marmonnait quelques mots. Ensuite, ils sont rentrés dans le couloir, j'ai ouvert la porte de l'armoire, j'étais dans le couloir, j'ai ouvert la porte brutalement et j'avais simplement, pas un gros matériel, j'avais un autofocus, j'avais un petit appareil photo et j'ai flashé. Et là, j'ouvre la porte et Christine Villemain, elle me voit, elle sourit. Oui, parce qu'elle vous connaît, qu'elle vous aime bien. Mais Garot a réagi, il m'a dit laissez-la tranquille, etc. Ils ont commencé à crier, les gendarmes sont venus, Lambert a dit c'était un vieux voyou Jean-Ker, laissez-le partir. Bon. Et un coup de chance, je termine, ils m'ont laissé partir avec mon autofocus, il y avait le film à l'intérieur. Bon, c'est beau. Jean-Ker, depuis le début, on vous écoute parler. Là, évidemment, moi, je vous remercie. Je suis encore passionné. Je vous remercie pour votre franchise, parce que c'est tout à fait passionnant. Oui. Vous avez chassé le scoop. Oui. Vous nous avez bien expliqué pourquoi au début de l'émission. Quand même, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette course au scoop à tout prix, à l'exclusivité à tout prix, qui a pu faire déraper un peu tout le monde? C'est-à-dire que quand tout le monde est dans cette course folle, où il faut avoir l'exclusivité, il faut avoir la photo que les autres n'ont pas, le témoignage que les autres n'ont pas, est-ce que c'est pas ça qui a fait déraper tout le monde? Non, parce que ça n'a pas gêné l'information, parce que le juge Lambert a été nul. Je regrette, le juge Lambert a été d'une nullité comme je n'ai jamais vu un magistrat. Non, mais ça, écoutez, son cas est à part. Mais en ce qui concerne vous, les journalistes, Laurence, est-ce que vous pensez ça? C'est-à-dire que moi, je suis évidemment ça n'a rien fait déraper du tout. Non mais. Est-ce qu'on peut donner un exemple précis? Non, mais vous avez bien parlé. Laurence, oui, est-ce qu'on peut donner un exemple? la couve d'avant. Laquelle? La couve d'avant, celle avec Marie-Ange et Christine. Alors, celle avec voilà. Oui, c'est à moi la couverture. Oui, alors, allons-y sur cette couverture. Ça, c'est un photomontage qui est publié quelques jours après la mort de Bernard Laroche, à une époque où, évidemment, il y a une explosion de couverture médiatique, bien évidemment, mais aussi de folie, et où on commence à accuser Christine Villemain. Voilà. Bon. Cette photo-là, vous avez pris la plus jolie de Christine, et je suis désolée de le dire, la plus laide de Marie-Ange. Oui. Marie-Ange, on l'avait vue quelque temps auparavant. Oui. On l'avait vue, elle avait été amincie, elle était en tailleur, elle était maquillée, elle était assez jolie. J'avais photographié, moi aussi. Oui, bon, alors pourquoi est-ce que Match, je veux dire, si ça ne participe pas, excuse-moi, mais de la construction d'une histoire, avec des antagonismes, avec des héros, des anti-héros, ça c'est quoi? C'est la belle salope et la veuve, voilà, et la veuve pataude. C'est ça l'histoire. C'est qu'on entre à cette époque-là, là on est mi-avril 85, on entre dans l'histoire de la belle salope. Je suis désolée, je veux dire, et ça a été constamment comme ça. L'histoire de la belle salope, c'est Christine Villemain. Hein, voilà, donc qui dit salope dit criminel, évidemment. Alors on peut se poser la question de l'utilité de ces photos, on peut dire elles servent l'information, on peut dire elles ne la servent pas, c'est une question, c'est un débat. En revanche, dans toute cette affaire aussi, Perrine, il y a eu un certain nombre de dérapages, là pour le coup beaucoup plus graves, c'est-à-dire de photos qui ont été carrément sorties de leur contexte et à qui on a fait dire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle disait à l'origine. On va prendre plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est cette photo de Christine Villemain qui sort du bureau du juge. On est au tout début de l'affaire. Grégory vient de mourir quelques jours avant. Donc on voit Christine éplorée avec son avocat et son mari derrière. Et donc à ce moment-là, elle est bouleversée par la présence de plein de journalistes à la sortie de ce bureau. Voilà, donc c'est quelques jours après la mort de Grégory, elle est bouleversée pour cette raison-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Laurence, avec cette photo? C'est vous qui nous avez mis sur la piste. Eh bien, elle sera régulièrement réutilisée, alors, par exemple, recadrée, voilà.
Et à chaque fois, elle sera supposée, parce qu'évidemment, il n'y a pas de mémoire, quoi, elle est supposée sortir du bureau du juge après un interrogatoire difficile. Oui, non, mais surtout, ce qui est tout à fait fou, c'est qu'elle est utilisée ensuite dans une circonstance tout à fait différente, c'est-à-dire quand Christine commence à être soupçonnée d'être le corbeau. Voilà, elle va être utilisée le lendemain d'un interrogatoire chez les policiers, le lendemain de son arrivée plusieurs fois chez le juge d'instruction. Dans les quotidiens, c'est un quotidien qui s'est servi de la même photo, c'est pas une photo mais vous qui est trouvez ça passée. bien Elle n'est pas passée dans Paris Match, cette photo. Non, c'est les nuits qui sont passées. Voilà, personne ne parle de match, là, on voit bien que c'est pas match. Oui, c'est juste pour dire C'est du noir et blanc. Non, parce que quand elle illustre sa sortie, par exemple, de la PJ pour un interrogatoire... Elle n'a pas un sourire béat sur les lèvres. Quand cette photo est utilisée, recadrée, le lendemain de sa sortie d'un interrogatoire de la police, le lecteur, qu'est-ce qu'il pense? Tiens, elle a été entendue par la police, ça s'est pas très bien passé, elle sort, elle est en larmes. Voilà, alors que les larmes et le contexte, c'est pas ça. Nous, on ne faisait pas de la radio. On ne faisait pas de la radio, nous, il fallait ramener des images selon les papiers. Quand on fait un papier, on ne va pas l'avoir en train de danser la tarentelle. Deuxième exemple, Perrine. Exemple, une photo où Christine est en compagnie de son mari et d'un journaliste du Parisien, on va la voir, lequel journaliste est venu leur proposer au couple de rédiger en fait des questions destinées à Bernard Laroche qui venait de sortir de prison. Une série de photos est prise à ce moment-là, donc on voit Christine avec le crayon en l'air et une feuille sur les genoux. Photo qui sera, série de photos qui sera également réutilisée. Ça, c'est pas très beau. Voilà, elle doit rédiger des questions à Bernard Laroche. Et alors celle-là aussi va être réutilisée pour illustrer quoi, Laurence? Eh bien son personnage de corbeau, puisqu'elle est en train d'écrire. Ça va devenir l'image du corbeau. Voilà, du corbeau, voilà. Et alors, le contexte, c'est quoi? C'est Bernard Laroche vient d'être libéré. Les journalistes du Parisien lancent l'idée que les deux couples se rencontrent pour discuter. L'avocat de Bernard Laroche refuse, et c'est comme ça que ça devient le questionnaire. Et effectivement, la photo, une fois encore, resserrée, recadrée, va servir. À chaque fois qu'on dira Christine Villemain est peut-être le corbeau, ou est le corbeau, comme beaucoup l'ont asséné, c'était cette photo-là qui a illustré son personnage. Et là, vous trouvez que c'est pas très beau, je vous ai entendu le dire. Écoutez, moi j'ai une photo, moi je vais les remettre. Non, mais celle-ci, là. Ah non, c'est pas très beau, mais moi j'en ai une aussi. Vous voulez que je dise la vérité? Non, pourquoi, Jean? Pourquoi vous trouvez celle-là Parce que c'est un montage, je veux dire, qu'on fasse une photo sur un fait bien précis en même temps, en disant, tiens, elle est prise avant Noël, la photo. Non, pas du tout, elle est prise début février 85. Ah ben moi j'ai vu une photo qui a été prise avant Noël par un gars du Parisien qui leur a dit je fais une photo à l'intérieur, etc. pour Noël. Bon, il y avait une photo de sapin à côté, bon, peu importe. Mais elle a illustré un article. C'est vrai que c'est pas normal de refaire un papier après en l'accablant, en disant voilà c'est ce jour-là, etc. Mais ça c'est de la presse, c'est de la presse quotidienne, c'est pas de l'hebdo. Parce que nous, dans un match, on a changé sans arrêt de photos. Hein. Oui, non, mais vous avez vu un peu la série que j'ai sortie. Non, absolument. Ça, avec le nombre que vous avez sorti, au moins, vous n'avez pas eu à réutiliser les mêmes dans des contextes différents. Que l'enfant, que le petit Grégory. Dernier exemple, Perrine. Alors là, c'est encore plus incroyable. D'ailleurs, c'est une photo de vous, Jean-Claire. Oui, une photo parue dans Paris Match au moment où Christine est fortement soupçonnée d'être le corbeau. Sur cette photo, Jean-Marie semble regarder sa femme. Et la légende nous dit que dans ce regard, il y a une insupportable interrogation. Sauf que cette photo, on l'avait vue auparavant et elle n'a rien à voir avec ce contexte. Oui, voilà. Alors, à quelle occasion elle a été prise, cette photo Ça, j'en peux le dire, mais pas c'est lui qui l'a prise. Alors, cette photo, je l'ai faite à l'intérieur du chalet. Je leur avais montré, je leur avais fait écouter une cassette. Je crois qu'ils sont en train d'écouter une cassette, d'ailleurs. Là, voilà, alors, soyons précis. Ils écoutent une cassette en même temps. Ils sont en train d'écouter une cassette. Qu'est-ce qu'il y a sur cette cassette? Il y avait un témoignage quelconque, je ne sais plus, j'en ai fait écouter plusieurs cassettes, vous savez, tout le monde le sait maintenant. Hein, et ils écoutent religieusement, etc. Et moi, évidemment, j'ai mon appareil photo, je me dis, bon, ils sont chez eux, bon, il n'y a plus de meubles, un petit peu, il n'y a plus grand-chose, et je fais des photos. Et j'envoie mes films, parce qu'à l'époque, bon, on n'envoyait pas par ordinateur, j'envoie mes photos par la poste, par le train. Et puis, je suis resté sur place et j'ai eu la surprise, évidemment, parce qu'on a quand même des surprises, les reporters, on ne maîtrise pas tout. J'ai eu la surprise que la rédaction a titré en même temps le doute sur la culpabilité de... Non, c'est pas en même temps, c'est pas en même temps, puisqu'elle a été publiée plusieurs fois. Ils s'en sont resservis après, voilà. Quand elle a été, oui, exactement, quand elle a été soupçonnée.
Match, d'ailleurs le papier n'est pas de moi, il est Jean-Michel Karadec, regardez la signature, et Jean-Michel Karadec, le texte n'est pas de moi. Vous avez trouvé ça bien qu'il s'en resserve dans ce contexte-là? Non, je n'ai pas apprécié. Attends, non, mais non parce seulement que je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Il s'en resserve, mais il resserre, il recadre. Et donc le doute, l'interrogation, elle porte sur le contenu de la cassette et de ce que tu leur as fait entendre à ce moment-là, alors que l'article dit que Jean-Marie doute de sa femme en la regardant. Oui, mais ça, j'assume. Hein. Vous assumez quoi? J'assume la photo, mais j'assume pas l'exploitation. J'assume pas l'exploitation de la photo en deuxième parution. Vous assumez pas la deuxième légende? Non, je l'assume pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils m'ont pas prévenu, j'étais à l'Épange, moi j'étais à Épinal, j'étais dans le kiosque à acheter Paris Match, en voyant mes photos dedans. David, vous, pour faire ces photos-là, vous étiez très en confiance avec le couple. Quand il y avait un raté comme ça d'interprétation de la photo, ou quand ils voyaient les photos... Ils m'en parlaient, moi. Ben justement, est-ce qu'ils vous engueulaient en disant « Mais t'as vu ce que Match fait avec nos photos ?» Bien sûr qu'ils m'ont engueulé. Comment il n'y avait pas de rupture de confiance dans ce cas-là? Ils m'ont engueulé. Comment vous les gardiez avec vous? De toute façon, on a confiance en toi, et Paris Match, il y a des moments, il déborde un petit peu. J'ai dit oui, mais moi, je ne peux pas tout maîtriser. Moi, je maîtrise ce que je fais, ce que j'envoie et ce que j'écris. Mais s'il y a une deuxième exploitation des photos avec d'autres légendes, moi j'y peux rien. Moi, c'est la rédaction en chef. Et je critique pas, mais c'est leur rôle. Nous, les reporters, on produit, on envoie des textes et des photos, et après, c'est la rédaction qui fait la mise en page. Il risquait pas d'aller se plaindre auprès de Jean. C'est paru le matin de l'assassinat de Bernard Laroche. Ça, là, la photo recadrée. Non, mais le reste du temps, parce que mais non, mais après, il ne se parle plus. Tout le temps. Jean-Marie Villemain, il va en prison, c'est fini. Non, mais moi, j'ai Christine. Oui, t'as que... Christine une fois. Ah non, j'ai fait plusieurs papiers de Christine. Ah, mais les papiers, oui. J'ai téléphoné. Parce qu'à vous entendre, on dirait qu'il y a une espèce de interviews par téléphone. Non, mais attendez, je voudrais quand même revenir là-dessus. Ça paraît le matin du 29 mars. Non plus. Mais c'est pas ça le problème, mais c'est l'impact. Ils l'ont vu. Ça paraît. Ils le voient le matin. Et alors? Ils le voient le matin, avec tout ce qu'il y a dans le papier, patati patata, et il le tue à 13h. C'est pour ça qui déclenche la mort de Laroche, c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas dit que ça déclenchait. Si c'est comme ça qu'on fait de la radio, bah bravo. Bon, en tout cas, elle fait plus de radio. Non, elle fait plus de radio. 18 ans, je fais plus de radio. Elle ne fait plus de radio. Une dernière question, Jean-Claire. Si aujourd'hui c'était à refaire, la couverture de l'affaire Grégory, vous feriez tout pareil, ou il y a des choses que vous feriez plus ou que vous feriez différemment? Je me méfierais quand même. Je referais sûrement beaucoup de photos. J'aurais certainement le même rôle, parce que je suis un journaliste d'investigation dans l'âme. J'estime que j'ai apporté quelque chose dans l'enquête. Il y a même Garot qui a dit une fois, heureusement qu'il y avait Jonker, ce journaliste à l'américaine. Voilà ce qu'il a dit au cours d'une conférence. Donc tout pareil. Donc tout pareil, mais je serai un peu plus prudent pour faire écouter des cassettes à Jean-Marie et Christine Villemain. Voilà, puisque j'irai sur la pointe des pieds, parce que je n'ai pas maîtrisé leur réaction. Ce soir-là, vous n'en avez pas parlé, la fameuse soirée où j'ai empêché de tuer Bernard Laroche, ce qu'on appelle la nuit du cauchemar. On va résumer l'affaire d'une manière très simple. C'est vous qui leur avez fait écouter un témoignage qui était accablant. Mais je l'ai dit au procès. On va juste résumer très rapidement pour les téléspectateurs. Qui était accablant pour Bernard Laroche. Et c'est à la suite de l'audition de ce témoignage que vous lui aviez fait écouter, que plusieurs semaines plus tard... ça dure 1h30, les cassettes, quand même. Que plusieurs semaines plus tard, Jean-Marie Villemain... Un mois plus tard... C'est bien ce que je disais, est allé tuer Bernard Laroche. Et ça, c'est l'épisode que vous verrez si vous regardez le téléfilm de France 3. Je ne sais plus si c'est dimanche soir ou lundi soir. C'est dans un de ces épisodes-là. Voilà, j'espère en tout cas que si vous avez choisi de regarder ce téléfilm, vous le verrez peut-être un peu différemment avec les compléments que nous vous avons apportés autour de ce plateau. Et si vous voulez prolonger votre vision du téléfilm, le livre de Laurence Lacour, livre de référence, dont il arrive, dont le téléfilm est l'adaptation Le Bûcher des Innocents. Merci à tous les deux. Chloé Delhomme, romancière d'Arrêt sur Image, vous venez nous faire part des réactions de nos internautes. Oui, alors ce mois-ci, le forum a pris son rythme de croisière. On a entre 500 à 800 messages selon les sujets. On est bien content. Oui. Et je vais revenir sur le dossier de la semaine dernière qui a suscité pas mal de réactions, qui s'appelait « Aux origines de Mickey ». Nous allons voir votre lancement.
On croyait tout connaître de Blanche-Neige, de Mowgli et de Mickey, icônes universelles créées par Walt Disney. On croyait tout en connaître et voilà qu'une exposition absolument passionnante à Paris nous révèle les sources d'inspiration, souvent européennes et toujours très inattendues, des grands films de Walt Disney. Alors il y a eu immédiatement des réactions, par exemple cet internaute, je trouve qu'on commence à vraiment poser des questions sur les vrais sujets qui fâchent. Au centre des préoccupations des téléspectateurs. Partie comme elle est, l'équipe ne va pas tarder à poser enfin la question taboue depuis des années dans l'audiovisuel français. Pourquoi les bisounours sont-ils disparus? Donc évidemment, si c'était un petit peu ironique comme ça, c'est parce que, comme ils l'ont souligné en nombre, quand on va sur le site d'Arrêt sur Image pour savoir un petit peu ce que c'est que l'émission, le communiqué nous dit chaque semaine, la télévision fait son autocritique. Dans Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman et son équipe auscultent le petit écran et le but de l'émission est d'analyser le foisonnement et l'influence des images télévisuelles dans notre société. Et comme le disait l'internaute pour finir, c'est fou, mais le rapport avec Mickey ne me saute pas aux yeux. Et donc, moi, ma première question, c'est que c'est la première fois en 12 ans que vous écartez à ce point-là du propos initial. Pourquoi maintenant et en partant en plus d'une exposition parisienne? Parce que ça, c'est vrai que ça en a agacé certains, que vous partiez d'une expo de Paris comme c'était un événement national qui déclenchait vraiment un dossier. Et est-ce que vous allez à l'avenir sortir régulièrement des images télévisuelles pour aller vers des analyses plus larges? Vous savez, Mickey, Blanche-Neige et Donald, ils ne sont pas parisiens. Hein. Mais c'est l'expo, qu'est-ce qui vous a donné ils ont un tout petit peu rayonné au-delà des limites de Paris. Je vais vous répondre, hein, bien sûr. Je voudrais juste dire, mais enfin c'est la règle du jeu, que évidemment moi je suis allé sur le forum aussi, et qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont apprécié l'émission. Et qui ont engagé des débats passionnés. Sur Mickey, sur Disney, sur le cinéma expressionniste allemand, sur les très riches heures du duc de Berry, dont nous avons passé une image dans l'émission. Voilà, il faut juste le dire. Non, mais je ne dis sur le sexe caché dans Mickey, il faut le dire aussi. Oui, mais moi je suis là pour remonter les critiques quand même. Je viens là pas pour si tous les mois je vous félicite, on ne va pas aller très loin. Je voulais juste le dire. Pourquoi on a eu envie? Parce que moi, cette expo m'a appris des choses sur des images que j'avais dans la tête depuis tout petit, qui sont les images de Cendrillon, de Blanche-Neige, d'Alice au Pays des Merveilles et de Mickey. Voilà. Et que si vous voulez, il faut quand même revenir au concept de départ d'Arrêt sur Image. Le concept de départ d'Arrêt sur Image, c'est comme ça que moi je le décris à chaque fois qu'on me pose la question. Je dis, c'est de relire avec les gens des images qui ont participé à la fabrication de l'imaginaire collectif. Il faut nous changer le communiqué. Alors. Il n'est pas de moi le communiqué. C'est celui qu'on trouve sur le site. Peut-être, mais il n'est pas de moi. Si vous me demandez les choses à moi, moi je vous dis les choses avec mes mots. Ce qui m'intéresse et ce qui est intéressant pour Arrêt sur Image, c'est de prendre des images que les gens ont dans la tête, qui participent à la fabrication de l'imaginaire collectif, et de les relire avec eux en leur apportant des compléments qui les aident à les voir différemment. Alors c'est souvent des images de télé, puisque où est l'endroit où se fabrique aujourd'hui l'imaginaire collectif? C'est beaucoup à la télé. Bon, cela dit, qui va dire que les films de Walt Disney ne participent pas à l'imaginaire collectif? Donc, pour moi, on était complètement dans les rails. Sur l'imaginaire collectif, on est d'accord, mais c'est dans la mesure où ils se sont tournés vers ce communiqué, c'est normal après qu'il y ait eu un petit souci de... Donc, il faudrait peut-être... Et c'est pour ça que je suis là pour vous dire les choses avec mes mots à moi, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger. Mais vous pouvez comprendre aussi que le fait que ça parte d'une expo de Paris, les téléspectateurs qui sont en région sont beaucoup plus nombreux, et ça a pu les agacer aussi. Oui, non, mais ça je le comprends tout à fait. J'en étais conscient au moment où on faisait l'émission. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a fait hésiter à la faire. Je me suis dit, flûte, c'est que parisien. Il y a un tas de gens qui vont avoir envie d'aller la voir et ils ne pourront pas. Bon, voilà. Mais le propos m'a paru suffisamment intéressant. Et je dirais, l'émission m'a paru tenir debout toute seule de manière suffisante pour que ça soit intéressant, même pour les gens qui ne pourront pas aller à l'expo. Très bien. D'ailleurs, ils aimeraient bien une émission sur le parisianisme dans les médias. Ça serait bien que vous y penchiez. Alors, je vais revenir sur une erreur et un petit oubli qui se sont glissés dans ce dossier. On va voir Maya qui va nous présenter les origines du château de la Belle au Bois dormant. Les châteaux de Disney sont devenus pour beaucoup un peu l'archétype du château de princesse. Le plus connu, celui qui est dans tous les Disneyland, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Et pour dessiner ces châteaux, les collaborateurs de Disney ne sont pas allés piocher à Versailles ou à Chambord. Et l'inspiration, dites-vous, la plus flagrante, et d'après vous, celle qui est avouée, c'est celle du Louvre de Charles V, représentée dans les très riches heures du duc de Berry au début du XVe siècle.
Alors, on a une historienne spécialiste de la période qui est passée sur le forum pour rectifier les choses. L'image que vous avez montrée, c'est pas le château du Louvre de Charles V, mais le château de Saumur, en fait. Le château de Charles V, le château du Louvre, nous a été posté par une autre internaute. On va voir l'image. Voilà. C'est celui-ci. Ouais. C'est celui-ci. Donc c'est le mois suivant dans les très riches heures du voilà. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'était normal que les internautes. Enfin, c'est tant mieux qu'un internaute. Non seulement c'est normal, mais c'est super. C'est formidable Internet, c'est formidable un forum, c'est formidable. Non mais c'est vrai, c'est formidable de voir quand on se plante dans Arrêt sur image sur les très riches heures du duc de Berry, dans les 3 heures. Ah oui, dans les 3 heures. Il y a un internaute qui vient dire c'est pas cette page-là, c'est la suivante. Alors génial, voilà, donc on rectifie. Donc voilà, rectification. Bon, ça c'est donc pas très grave. Ce qui était un petit peu plus ennuyeux, c'est qu'il y a eu des oublis dans l'émission portant sur les influences de Disney. Comme l'a fait remarquer. Attendez, elle était que là-dessus l'émission, sur les influences de Disney. Oui, bah vous n'avez pas parlé, comme l'a fait remarquer un forumeur, des plagiats manifestes des œuvres asiatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout vous n'avez pas parlé du Roi Léo. Alors ça, j'en sais rien. C'est quoi les plagiats des œuvres asiatiques? Non, mais on a des images. Ah mais moi, je vous fais pas de dossier, moi je ramène avec le forum et le... Bah non, il n'y avait pas d'image. Je suis pas au courant. Il y a le Roi Lion ainsi que l'Atlantide, c'est 2 dessins animés que Disney a absolument pompé en fait sur une série japonaise, Nadia, le secret de l'eau bleue pour ce qui est de l'Atlantide, et que j'écorche pas, c'était Tezuka pour le Roi Léo. C'est un oubli de notre part. Ça je lâche pas. Non, vous avez raison. Si vraiment on n'en a pas parlé, c'est un oubli de notre part, c'est une erreur. Et du coup, justement, je rebondis sur ma question, c'est que c'est normal, le sujet était vaste, que ça a été partiellement traité, mais je pense que ça n'aurait pas été Disney, mais un sujet d'actu ou un sujet portant sur les médias. Il y aurait eu quelqu'un sur le plateau dans votre équipe qui aurait réagi, qui aurait pu justement... Est-ce que le fait de vous écarter des sujets de médias, vous risquez pas du coup de louper... Alors, on n'est pas des omnispécialistes, mais ça, les téléspectateurs peuvent le constater chaque semaine en regardant l'émission. On n'est pas spécialiste de tous les sujets qu'on traite. On essaye de rassembler le maximum d'éléments d'information avant de traiter chaque sujet. Mais vous savez, c'est la même chose. Je veux dire, si on parle de, je sais pas quoi, d'énergie ou de transport, on n'est pas spécialiste de tous les sujets. Mais ça, il n'y a pas de tromperie par rapport aux téléspectateurs, puisqu'ils nous voient bien chaque semaine traiter des sujets différents. Et j'imagine qu'ils ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde qu'on est spécialiste de tous les sujets qu'on traite. Et c'est pour ça qu'on invite des gens, d'ailleurs. On essaye de pallier à nos propres insuffisances en invitant les intervenants les plus compétents possibles. En l'occurrence, sur Disney, la lacune de l'émission, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un anti-Disney, c'est-à-dire un spécialiste de Disney, mais qui soit anti-Disney, et qui veuille bien venir sur le plateau. On a trouvé beaucoup d'anti-Disney, mais qui ne voulaient pas venir sur le plateau pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître publiquement comme des anti-Disney. Peut-être que Disney est trop un monstre sacré pour qu'on vienne l'attaquer comme ça de front. Donc là, voilà, ça, c'était effectivement une imperfection de l'émission. Oui. D'accord. Bah écoutez, non, je voulais vraiment juste savoir si vous alliez cette année nous proposer d'autres sujets qui sortent dans le même genre, qui sortent des médias. Vous en avez des prévus ou... Non, il n'y en a pas de prévus. Vous avez des envies particulières pour cette année, en fait? Juste une envie générale, c'est de manière générale, c'est bien de temps en temps de changer de champ de vision. Vous voyez, on regarde toujours la même chose, le 20h, les JT, Sarkozy, Ségolène Royal, George Bush et tout. De temps en temps, c'est pas mal, une fois de temps en temps, ou même plus souvent, de dire, tiens, on va regarder tout à fait dans une autre direction. Puis après, on revient à notre direction habituelle, mais on y revient, je sais pas, d'une manière rafraîchie. Très bien, je vous remercie, au mois prochain. Merci Chloé. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir, voire revoir pendant une semaine entière sur France5.fr.